La grossesse et l'accouchement sont des moments de vie sensibles qui sont suivis de près. Aujourd'hui, la future maman est examinée régulièrement. Le fœtus fait l'objet d'une observation attentive avec l'échographie. Les techniques ont bien changé, mais les Égyptiens y étaient déjà très attentifs. On en parle avec Amandine Marchal. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous publiez Maternité et petite enfance en Égypte ancienne. C'est aux éditions du Rocher. Vous êtes égyptologue. Déjà, la grossesse, il y a quelque chose d'assez étonnant que vous racontez, c'est que pour voir si tout allait bien, on introduisait une gousse d'ail dans le vagin d'une femme enceinte. C'était quoi le but? Alors, en fait, c'est une technique assez particulière qui repose sur une conception donc particulière de l'anatomie égyptienne. Donc, les Égyptiens pensaient que l'ensemble du corps humain était traversé de canaux, donc des canaux qui peuvent être en fait des artères, des veines ou tout simplement d'autres types de canaux. Et donc, pour pouvoir prédire un accouchement, il fallait que donc, une des techniques était de vérifier si ces canaux étaient sains, ou en tout cas s'ils n'étaient pas obstrués. Donc l'idée c'était en fait d'introduire dans le vagin de la femme une gousse d'ail, donc effectivement avec un marqueur au niveau de l'odorat qui est très fort. Et donc la femme était censée garder cette gousse d'ail toute la nuit. Et au petit matin, la prescription nous dit, si la femme a un goût d'ail dans la bouche, c'est bon, ses conduits ne sont pas obstrués, ils sont sains, donc elle accouchera. Donc en fait, l'idée c'était que l'odeur traversait le corps durant la nuit. On apprend également que les Égyptiens avaient mis au point une forme de test de grossesse. Oui, alors il y avait plusieurs formes de tests de grossesse. Un en particulier est très intéressant, puisqu'effectivement, c'est un test qui était plutôt concluant. Donc le but de l'opération, c'était que la femme que l'on pensait être enceinte devait faire en fait devait uriner sur 2 sacs. Donc dans les 2 sacs, on avait du sable et des dattes. Dans l'un on mettait de l'orge, dans l'autre on mettait du blé. Et donc au bout d'un certain temps, on regardait le résultat. Donc si aucune des deux céréales n'avait poussé, la femme, en tout cas selon cette prescription, ne pouvait pas être enceinte. Par contre, si la céréale poussait, alors si l'orge poussait en premier, on explique que l'enfant à naître était un garçon. Si le blé poussait en premier, l'enfant à naître était supposé être une fille. Alors c'était quand même assez intriguant pour que des spécialistes se disent, bon, on va quand même tester pour voir si vraiment il y a une quelconque véracité. Ça a été refait à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Oui, plusieurs fois. C'est ce que vous expliquez. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une hormone, alors ce qui est la folliculine ou le prégnadiol, à l'intérieur de l'urine de la femme, qui va effectivement faire pousser la céréale, donc l'orge ou le blé. Donc si l'une des céréales pousse à 100%, on est sûr que le test est positif, la femme va être enceinte. Toutefois, dans certains cas, à peu près 30% des cas, il pouvait arriver que la femme soit enceinte et que pourtant aucune céréale ne pousse. Par contre, si la femme n'est pas enceinte, vraiment les céréales ne peuvent pas pousser. Donc on a quand même un test qui peut être vraiment fiable à 100% dans le cas justement de la germination des graines. Alors après, voilà, le coup du garçon et de la fille. C'était plus aléatoire. C'est plus sur un jeu de mots que c'était basé. Donc bon, après, il y avait une chance sur 2 de se tromper. Donc ça limitait les probabilités négatives. Qu'est-ce qu'on a pu trouver dans les hiéroglyphes sur la position des femmes pour accoucher? Alors, c'est quelque chose qu'on a effectivement dans les hiéroglyphes, donc c'est bien parce que assez peu d'images finalement nous le montrent pour l'iconographie. On voit que les femmes accouchaient en position agenouillée, accroupies, sur ce qu'on appelle des briques de naissance. Donc soit il y avait 2 briques, soit il y en avait 4. Donc à ce moment-là, elles répartissaient le poids. L'avantage de cette position, c'est que pour la femme, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est plus fatigant, il faut quand même qu'elle soit maintenue par d'autres personnes. Mais c'est vrai que le bassin est beaucoup plus ouvert, et puis même avec la pesanteur, l'enfant va descendre un peu plus facilement. Donc c'est une position qui est bien plus idéale que celle que l'on pratique aujourd'hui allongée sur le dos. Donc une technique un peu particulière dont on a encore des attestations dans les campagnes égyptiennes au début du XXe siècle. Et est-ce qu'on a retrouvé des traces d'une quelconque forme de contraception? Alors oui, bien sûr, on a tout un tas de papyrus qui se font l'écho de méthodes de contraception plus ou moins particulières. Il y en a une qui est assez alors amusante. C'est facile c'est facile que ce soit amusant pour nous aujourd'hui. Effectivement, la formule, c'est que la femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant, par l'entremise d'une préparation, une mixture. Donc en fait, on va mélanger des dattes fermentées, on va mélanger du miel et des excréments de crocodile. Et donc tout ça va être introduit dans le vagin de la femme égyptienne. Ouais. Alors oui, c'est pour le moins particulier, mais ça avait vraiment une raison propre. Alors ça pouvait effectivement marcher parce que le miel et surtout les dattes fermentées sont des excellents spermicides. Après, effectivement, les excréments de crocodile, on peut être quand même légitimement un peu plus dubitatif, mais il faut imaginer qu'en Égypte ancienne,
magie, médecine, C'est ça, oui, religion très lié. sont vraiment étroitement liées. On n'a pas vraiment de disciplines différentes et distinctes. Et pour les Égyptiens, le crocodile est un animal sétien, c'est-à-dire il est en rapport avec le dieu Seth, qui est le dieu du mal, le dieu du chaos. D'accord. Et donc, en fait, introduire à l'intérieur du ventre de la femme, donc par son vagin, un élément de chaos visait à perturber le cours naturel Bien de sûr. la... Donc la fertilité, quoi. Oui, des choses, à savoir que la femme devienne enceinte. Oui, Donc, ce il que y vous avait montrez bien vraiment dans une votre livre, c'est raison qu'il y a toujours des incantations aux dieux qui accompagnent les actes ou les soins s'ils existent. Ça ne se fait jamais. C'est très très fréquent. C'est très fréquent. Vous racontez aussi qu'on a trouvé des sortes de biberons. Oui, alors... Évidemment, pas pour du lait maternisé, mais en tout cas qu'on a trouvé quelque chose qui pouvait correspondre à des sortes de biberons. Oui, alors on a des vaisselles un peu particulières parce qu'effectivement, c'est quand même l'allaitement qui prime, l'allaitement de la mère ou l'allaitement de la nourrice. On a pu trouver, alors c'est quand même assez rare, mais on en a quand même quelques-uns, donc ça reste intéressant, des petits bols qui avaient une forme un petit peu allongée, donc qui permettaient l'introduction de liquide ou éventuellement de bouillie assez diluée. Ou du lait animal éventuellement, c'est ça? Ça pouvait être effectivement du lait animal, du lait de vache, du lait de chèvre, du lait d'ânesse, qui est quand même assez proche du lait maternel. Ça, il y a quand même peu de chance parce que l'âne étant aussi un animal considéré comme en rapport avec le dieu Seth, il y avait une connotation négative. Et dans certains cas, on a des bols dont le pourtour était décoré de figures de génies, d'animaux dangereux, dont le but c'était en fait que la substance liquide, la bouillie qui rentre dans le corps de l'enfant, soit vraiment protégée, elle aussi, par la magie. Alors on pense que justement certains de ces bols étaient utilisés dans le cadre de pratiques quand l'enfant était malade. Donc pour le guérir, on passait par ce traitement un peu particulier. Et puis on va terminer avec une erreur de traduction qui a quand même fait qu'on a donné de la souris cuite, à des enfants en Angleterre jusqu'au début du XXe siècle. Oui, alors bien avant l'Angleterre, effectivement, un traitement qu'on trouve en Égypte ancienne. Alors c'est que alors j'avais consacré un article parce que je trouvais ça assez intriguant que une prescription pareille où effectivement qui consiste en fait à traiter un enfant. Alors le nom c'est un apax parce qu'on ne l'a qu'une fois. En fait c'est une affection, une pathologie qui s'appelle cécémie. Alors on voit un bonhomme qui porte la main à la bouche, donc on comprend bien qu'il y a un rapport avec la bouche, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc le traitement consiste à faire à manger à l'enfant en fait une souris cuite. Puis ensuite on prend les ossements qu'on entoure dans un petit sachet qu'il doit porter pendant quelques jours autour du cou. Donc on se dit bon, ok. Sauf que Dioscoride va reprendre le traitement. Et qu'il explique, voilà, si l'enfant bave trop, il faut lui donner à manger une souris cuite. Dioscoride, c'est un médecin grec, pardon. Oui, pardon, médecin grec, c'est vrai. Et il explique, même si on veut que ce soit plus efficace, il faut lui mettre une souris vivante dans la bouche. Donc là, effectivement, on se dit, le gamin est traumatisé à vie, donc il arrête de baver. Et là, ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'on retrouve une attestation du XVIIe siècle en Algérie, avec un médecin qui reprend la même formulation de Dioscoride et qui dit que si l'enfant bave trop, il faut lui donner à manger une souris cuite ou éventuellement rôtie. Et fin 19e, début 20e siècle, je retrouve ça en Angleterre, Pays de Galles, où on dit si l'enfant souffre d'incontinence urinaire, de la coqueluche ou s'il bave trop, il faut lui donner... Alors là, on est en Angleterre, alors une souris qui peut être cuite, bouillie, frite, en tarte, on a toutes sortes de déclinaisons fort sympathiques. Et donc certains égyptologues qui se sont dit, mais... En fait, c'était un médicament qui était donné comme ça. Mais moi, je me dis, mais un médicament, à un moment donné, si ça ne marche pas, on arrête, quoi. Comment ça peut passer, en fait, les siècles, les continents, les millénaires? Et en revenant, en fait, sur le point de départ de la première prescription, en fait, ça fait partie d'un rituel magique. L'ingestion de la souris, c'est pas pour le guérir, ça fait partie d'un rituel où effectivement il y a une formule magique qui est récitée pendant que l'enfant fait ça. On doit mettre ces ossements. Ça avait été oublié. C'était un élément. Ça a été, en fait, on a gardé la souris, on a oublié les incantations. Dioscoride. Et comme en fait Dioscoride a eu énormément de popularité dans l'Antiquité, qui fait partie des premiers ouvrages grecs à avoir été traduits en latin, à avoir été traduits en arabe justement au XVIIe siècle. C'est pour ça qu'on le retrouve en fait en Algérie à ce moment-là. C'est complètement concomitant. Alors pour le Royaume-Uni, je me disais mais quand même c'est... Et en fait au Royaume-Uni, on voit qu'on utilise une souris pour donc la bave, c'est le traitement égyptien, une souris pour l'incontinence urinaire. Et là, en allant chercher un peu plus loin, on se rend compte que Pline l'Ancien dit que si les enfants souffrent d'incontinence urinaire, il faut leur donner à manger un rat cuit. On se dit bon, ils sont allés quand même chercher loin leur source. Et visiblement la coqueluche, c'est une affection locale.
Enfin, ceux qui sont intéressés trouveront toute l'histoire dans votre livre. Amandine Marchal, Maternité et petite enfance en Égypte ancienne aux éditions du Rocher. On apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, Allô Docteur, on va